tu vois, aimable, poli, machin. Le deuxième jour, ça se corse un peu, puis au bout d'une semaine... La trajectoire de Jean-Marie Bigard s'est brisée sans avertissement. L'homme que rien ne semblait pouvoir déstabiliser, habitué aux projecteurs, aux rires tonitruants et aux polémiques assumées, s'est retrouvé soudain immobile, comme suspendu hors du temps. L'air lui manquait. Ce détail infime, ce signe presque anodin, venait pourtant d'ouvrir une faille vertigineuse sous ses pieds. Une question s'imposait alors, lourde et obsédante, comment avait-il pu en arriver là? Quel secret, longtemps étouffé, venait enfin de surgir à la surface? Ce qui allait se révéler dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Après le choc initial, celui qui fend un monde en deux, Bigard fut ramené brutalement vers un passé très récent, un passé qu'il s'était obstinément refusé à examiner. Chaque souvenir, chaque scène du quotidien, même les plus banales, semblait désormais chargé d'un sens nouveau, inquiétant. Les semaines précédentes, qu'il avait attribuées à la fatigue et aux tensions ordinaires de la vie, apparaissaient soudain comme un enchaînement de signaux ignorés. De petits détails, discrets mais insistants, qui, une fois assemblés, dessinaient une vérité implacable. Sa femme, autrefois si proche, si présente, presque fusionnelle, avait commencé à s'éloigner lentement. Un retrait progressif, comparable à un soleil qui s'éclipse sans bruit, laissant derrière lui une lumière froide et incertaine. Elle riait moins à ses plaisanteries. Elle multipliait les absences sous couvert de réunions. Elle s'isolait avec son téléphone dans des endroits où elle ne se retirait jamais auparavant. Et lui, confiant, persuadé que l'amour qu'ils avaient construit tardivement résistait à tout, s'accrochait à l'idée rassurante qu'il ne s'agissait que d'une phase passagère. Aujourd'hui pourtant, chaque comportement lui revenait en mémoire comme un rappel brutal de son aveuglement. Il se souvenait de ce soir où elle avait pris plus de temps que d'ordinaire pour se préparer à un simple dîner entre amis. De ce parfum inhabituellement prononcé. De ce regard fuyant lorsqu'il avait demandé, presque distraitement, avec qui elle sortait exactement. À l'époque, il n'avait pas insisté, préférant préserver une paix fragile plutôt que provoquer une confrontation inutile. Cette indulgence, cette douceur qui avait souvent fait sa force, se retournait désormais contre lui. Jour après jour, un malaise diffus s'était insinué dans sa vie. Il revoyait ce sourire étrange lorsqu'elle regardait son téléphone, un sourire intime, absent, qui ne lui était pas destiné. Il repensait à ces soirées où elle disait être épuisée, mais restait pourtant éveillée longtemps, parlant à voix basse, persuadé que les murs suffiraient à dissimuler ses confidences. Plus que tout, il se rappelait ce sentiment de décalage, comme s'il partageait encore le même toit sans vivre dans la même réalité. Lui, connu pour son tempérament explosif, n'avait jamais su composer avec le doute en silence. Il préférait l'affrontement, les mots directs, les débats sans détour. Mais cette fois, tout s'installait dans un mutisme pesant. À chaque tentative de discussion, un mur invisible surgissait, fait de réponses vagues, de sourires forcés, d'évitements répétés. Elle disait être fatiguée, préoccupée, débordée. Et lui, refusant de devenir soupçonneux ou jaloux, se taisait. Son corps, en revanche, trahissait tout, nuit blanche, pensées obsessionnelles, appétit en berne. Ses proches remarquaient son visage tiré, cette ombre nouvelle dans son regard. Il répondait par l'humour, comme toujours, masquant la douleur derrière un rire artificiel. Mais dès qu'il rentrait chez lui, le silence retombait, épais, presque hostile. Il lui arrivait de rester immobile au milieu du salon, sans savoir quoi faire, étranger à sa propre existence. Le contraste entre la scène, les projecteurs, la foule, et cette solitude glacée devenait insupportable. Il tentait de se réfugier dans le travail, dans l'écriture, dans l'humour. Mais l'inspiration se dérobait. Ses mots sonnaient creux. La scène, autrefois refuge, devenait un lieu où le masque lui pesait trop lourd. C'est dans cette atmosphère étouffante qu'un événement apparemment insignifiant vint faire basculer l'équilibre déjà fragile. Un jour, croyant qu'il ne rentrerait pas avant longtemps, elle laissa son téléphone sur la table du salon. Il ne le chercha pas. Il ne le toucha pas. C'est l'écran lui-même qui, en s'allumant sous l'effet d'une notification, révéla un prénom inconnu. Un prénom accompagné d'un symbole tendre, simple, mais terrible. À cet instant précis, quelque chose se fissura en lui. Il tenta encore de rationaliser, de minimiser ce qu'il avait vu. Mais au fond de lui, il savait. L'effondrement avait commencé bien avant cette preuve. Cette preuve n'était que le coup final. Dès lors, chaque geste devenait un indice supplémentaire. Chaque absence, chaque sourire,
Chaque message effacé trop vite confirmait ce qu'il n'osait pas encore formuler. La distance entre eux devint abyssale. Ils vivaient ensemble, mais plus rien ne les reliait vraiment. Les gestes du quotidien semblaient étrangers, comme si une présence invisible avait remplacé celle qu'il connaissait. Il observait tout avec une lucidité douloureuse, les regards détournés, les hésitations dans la voix, les silences trop longs. Sur scène, il forçait le rire. Certains parlaient d'une fatigue passagère. Mais ce n'était pas la pression médiatique qui l'écrasait. C'était l'angoisse sourde de l'abandon. Les soirées devenaient un supplice. Il écoutait chaque bruit, chaque vibration du téléphone comme une blessure supplémentaire. Le pire restait son incapacité à agir. Lui qui affrontait tout, se retrouvait paralysé par la peur de perdre ce qu'il n'était pas prêt à abandonner. Puis vint ce jour banal, sans signe avant-coureur. Il rentra plus tôt que prévu. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Sur la table, un téléphone vibrait. Il lut ce prénom qu'il redoutait. Quelques mots apparurent. Rien de choquant en apparence. Mais le ton, la proximité, l'évidence suffisaient à tout briser. Il déverrouilla l'écran. Non par jalousie, mais pour mettre fin au supplice du doute. Les échanges étaient simples, complices, révélant une intimité qui ne laissait plus place à l'interprétation. Ce n'était pas la violence des mots qui l'anéantissait, mais leur clarté. Il s'effondra sur le canapé, incapable de respirer normalement. Lorsqu'elle entra, elle comprit immédiatement. Le silence qui suivit fut écrasant. Il leva les yeux, incapable de formuler autre chose que 3 mots, tremblant. On doit parler. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus lourds de sa vie. Elle avoua. Sans détour. Une relation née presque par accident, devenue incontrôlable. Chaque phrase était une lame supplémentaire. Lorsqu'elle admit éprouver des sentiments pour cet autre homme, le sol se déroba sous lui. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était une rupture profonde. La discussion fut longue, hachée, douloureuse. Lorsqu'elle se termina, il ne resta qu'un vide immense. Plus tard, incapable de rester dans cette maison devenue étrangère, il partit dans la nuit. Cette nuit-là marqua un point de non-retour. Les jours suivants, il s'isola. Il tenta d'écrire. Les mots refusaient de venir. L'humour l'avait abandonné. Pourtant, un matin, en regardant la lumière filtrée par la fenêtre, il sentit une respiration différente. Pas un soulagement. Mais une première fissure dans la douleur. Et cette renaissance, Jean-Marie Bigard ne la comprit pas immédiatement. Elle ne surgit pas comme une révélation lumineuse, encore moins comme un soulagement soudain. Elle s'annonça plutôt comme une lente remontée, faite de silences acceptés, de douleurs regardées en face, et surtout d'une vérité enfin assumée. Les jours passaient, semblables et pourtant différents. Dans ce petit appartement sans mémoire, il apprenait à habiter le vide. Un vide qui, paradoxalement, lui offrait pour la première fois depuis longtemps un espace à lui. Sans explication à donner. Sans rôle à jouer. Sans rire forcé pour masquer les fissures. Il découvrait ce que cela signifiait d'exister sans être attendu, sans être observé, sans être aimé comme avant. Et cette découverte, aussi rude soit-elle, portait en elle une forme de liberté nouvelle. Peu à peu, il recommença à écrire. Pas pour faire rire. Pas pour provoquer. Mais pour comprendre. Les mots revenaient autrement, plus lents, plus nus, parfois maladroits, mais sincères. Il écrivait sur la perte, sur l'attente, sur cette peur universelle d'être remplacé sans même s'en apercevoir. Chaque phrase était un pas fragile, mais nécessaire. Il ne cherchait plus à briller, seulement à respirer. Dans le regard de ses proches, lorsqu'il accepta enfin de les revoir, il perçut autre chose qu'inquiétude ou curiosité. Il y avait du respect. Celui que l'on accorde à quelqu'un qui a traversé une tempête sans se mentir. Il parlait peu, écoutait davantage. Lui qui avait toujours occupé l'espace par la voix découvrait la puissance du silence partagé. Et puis un jour, presque sans s'en rendre compte, il monta de nouveau sur scène. Pas la même scène. Pas le même homme. Le public rit, bien sûr. Mais entre deux éclats, quelque chose avait changé. Son humour portait désormais une gravité nouvelle, une profondeur inattendue. Certains ne surent pas l'expliquer, mais ils le ressentirent. Derrière les mots, il y avait une faille assumée. Une humanité à vif. Car c'est peut-être là que tout se jouait.
dans cette capacité nouvelle à ne plus fuir la douleur, à l'intégrer, à la transformer. Ce qu'il avait perdu ne reviendrait pas. Il le savait. Mais ce qu'il gagnait, lentement, c'était une version de lui-même plus lucide, plus vraie, moins protégée par le bruit et les masques. Jean-Marie Bigard avançait désormais autrement. Pas guéri. Pas indemne. Mais debout. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut demander à la vie après une chute aussi brutale. Alors si cette histoire résonne en vous, si elle fait écho à une blessure silencieuse, rappelez-vous ceci, même quand tout semble s'effondrer, quelque chose peut encore se reconstruire. Pas à pas. Dans l'ombre d'abord. Puis, un jour, à la lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle commença à poindre, ne fut ni éclatante ni spectaculaire. Elle se manifesta dans des détails presque invisibles. Un réveil sans boule au ventre. Une nuit un peu plus longue que les précédentes. Un rire, furtif, surpris de s'échapper sans effort. Rien d'extraordinaire, et pourtant tout était là. La preuve que la douleur, aussi tenace soit-elle, n'avait pas gagné définitivement. Bigard comprit alors que la reconstruction ne ressemblait jamais au récit que l'on raconte après coup. Elle n'avait rien d'héroïque. Elle était faite d'allers-retours, de rechutes silencieuses, de souvenirs qui ressurgissent sans prévenir. Certains jours, un parfum croisé dans la rue suffisait à rouvrir la plaie. D'autres, une chanson entendue à la radio le laissait étrangement indifférent. Il accepta enfin cette irrégularité, cette instabilité émotionnelle comme faisant partie du chemin. Il cessa de chercher des coupables. Ni elle. Ni lui. La réalité était plus complexe, plus inconfortable. Leur histoire ne s'était pas effondrée en une nuit. Elle s'était lentement délitée, étirée dans le non-dit, nourrie par les silences et les peurs. Cette prise de conscience, douloureuse mais honnête, l'aida à desserrer l'étau de la colère. Il ne s'agissait plus de comprendre pour accuser, mais de comprendre pour avancer. Avec le temps, il osa de nouveau se projeter. Non pas dans une autre histoire, pas encore. Mais dans une autre manière d'aimer la vie. Il redécouvrit le plaisir simple de marcher sans but, de s'asseoir à une terrasse sans regarder l'heure, d'observer les gens sans les juger. Lui qui avait toujours vécu dans l'excès apprenait la nuance. Et cette nuance l'apaisait. Sur les plateaux, face aux caméras, certains remarquèrent ce changement sans vraiment pouvoir le nommer. Moins de provocations gratuites. Moins de colère. Plus de gravité dans le regard. Il restait fidèle à lui-même, mais quelque chose s'était déplacé. Comme si la blessure avait ouvert un espace intérieur nouveau, plus vaste, plus conscient. Et puis, un soir, en quittant une salle après un spectacle, une personne l'arrêta simplement pour lui dire. On a ri, mais on a surtout senti que c'était vrai. Cette phrase le frappa plus fort que n'importe quel tonnerre d'applaudissements. Elle confirmait ce qu'il pressentait sans oser se l'avouer, sa chute avait donné naissance à une parole différente, plus juste, plus humaine. Jean-Marie Bigard ne prétendait pas avoir tourné la page. Certaines histoires ne se ferment jamais complètement. Mais il avait cessé de lutter contre le passé. Il avançait désormais avec lui, comme une cicatrice visible, parfois sensible, mais qui rappelle que l'on a survécu. Et peut-être est-ce là la véritable victoire. Non pas oublier. Non pas effacer. Mais apprendre à vivre pleinement, même avec ce qui fait mal. Parce qu'au bout du compte, ce sont souvent les fractures invisibles qui révèlent la force la plus profonde. Et cette force nouvelle, Jean-Marie Bigard mit longtemps à l'accepter. Car elle n'avait rien de spectaculaire. Elle ne s'accompagnait ni de certitudes éclatantes ni de réponses définitives. Elle se manifestait dans une forme de lucidité presque inconfortable, celle qui oblige à regarder sa propre histoire sans phare, sans héros ni coupable clairement désigné. Il comprit que la douleur ne disparaissait pas, elle changeait de place. Elle cessait d'être un cri pour devenir un fond sonore, parfois lointain, parfois assourdissant, mais toujours présent. Les semaines s'écoulèrent ainsi, rythmées par une solitude choisie. Il sortait peu, parlait encore moins. Il observait le monde avec une distance nouvelle, comme s'il venait d'en découvrir les contours véritables. Les couples qu'il croisait dans la rue ne suscitaient plus l'envie, mais une forme de gravité silencieuse. Il savait désormais à quel point tout équilibre pouvait basculer sans fracas, à quel point l'amour pouvait s'étioler non par violence, mais par usure. Un matin, en relisant de vieux carnets, il tomba sur des notes griffonnées des années plus tôt. Des projets, des idées, des colères, des rêves. Il réalisa avec une netteté troublante à quel point il avait changé, et pourtant,
à quel point certaines lignes résonnaient encore. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu un homme dépouillé. Et dans ce dépouillement, quelque chose de plus vrai tentait de naître. Peu à peu, il accepta de reprendre contact avec le monde. Pas pour expliquer. Pas pour se justifier. Simplement pour être là. Lorsqu'on lui demandait comment il allait, il ne répondait plus par une pirouette automatique. Il disait « ça avance ». Une réponse simple, honnête, qui surprenait autant qu'elle désarmait. Ceux qui l'entendaient comprenaient que derrière ces deux mots se cachait un combat intérieur dont il ne dirait pas tout, mais qu'il assumait pleinement. Sur scène, cette transformation devenait de plus en plus perceptible. Son humour restait incisif, parfois brutal, mais il était traversé par une gravité nouvelle. Les silences prenaient plus de place. Les regards aussi. Il osait s'arrêter, laisser une phrase résonner, accepter que le rire ne soit pas immédiat. Et dans ces instants suspendus, quelque chose d'inédit se produisait, le public ne riait pas seulement, il écoutait. Certains soirs, après le spectacle, il restait seul dans la loge, longtemps. Il ne ressentait plus ce besoin fébrile de combler le vide. Il laissait les émotions retomber, sans chercher à les contrôler. Il repensait à ce qu'il avait été, à ce qu'il croyait être, à ce qu'il devenait. Il comprit alors que la chute n'avait pas seulement détruit une relation. Elle avait fissuré une image de lui-même, celle d'un homme sûr de tout, invulnérable, certain de ses certitudes. Et cette image-là devait disparaître pour qu'une autre puisse émerger. Avec le temps, la colère s'estompa. Pas totalement. Elle revenait parfois, sourde, inattendue. Mais elle ne dominait plus. Elle coexistait avec autre chose, une forme de compassion nouvelle, y compris envers celle qui l'avait blessée. Non par oubli, non par pardon spectaculaire, mais parce qu'il comprenait désormais que chacun avançait avec ses manques, ses failles, ses erreurs. Cette compréhension n'effaçait rien, mais elle allégeait le poids qu'il portait. Il ne cherchait plus à reconstruire ce qui avait été perdu. Il cherchait à bâtir autrement. Pas à deux. Pas encore. Mais en lui. Il redéfinissait ce qu'il attendait de l'amour, de la fidélité, de la présence. Il comprenait que l'intimité véritable ne se décrète pas, qu'elle se cultive dans l'écoute, dans l'attention quotidienne, dans le courage de dire ce qui dérange avant qu'il ne soit trop tard. Un soir d'hiver, alors qu'il marchait seul dans une rue presque déserte, il s'arrêta net. Non pas à cause d'un souvenir précis, mais à cause d'une sensation nouvelle. Il se sentait entier. Fragile, certes. Marqué. Mais entier. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni en fuite ni en attente. Il était là, simplement. Et cette présence à lui-même valait toutes les promesses qu'il avait autrefois faites sans les comprendre vraiment. Jean-Marie Bigard savait que la vie ne lui offrirait pas de conclusion parfaite. Il n'en attendait plus. Il avait appris que certaines histoires se terminent sans véritable fin, laissant derrière elles des traces indélébiles. Mais il avait aussi appris que ces traces peuvent devenir des repères, des lignes de force, si l'on accepte de les regarder sans peur. Ce qu'il traversait n'était pas une victoire éclatante. C'était une traversée. Une longue marche intérieure, semée de doutes, de silence, de retour en arrière. Mais aussi de petites avancées, presque imperceptibles, qui, mises bout à bout, dessinaient un chemin possible. Et si cette histoire nous touche autant, c'est peut-être parce qu'elle nous renvoie à quelque chose de profondément universel. À cette peur de perdre ce que l'on croyait acquis. À cette difficulté de regarder la vérité en face. À cette capacité, pourtant, à se relever quand tout semble perdu. Derrière le personnage public, derrière la voix qui fait rire ou grincer des dents, il y a un homme qui a connu la chute, le silence, la solitude. Un homme qui n'a pas fui, qui n'a pas nié, qui a accepté de traverser l'ombre pour retrouver une forme de lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, n'éblouit pas. Elle éclaire juste assez pour avancer. Un pas après l'autre. Sans certitude absolue. Mais avec une sincérité nouvelle. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour continuer à vivre.